Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous lors de cette séance d'information virtuelle sur nos différents programmes en évaluation de programme. Je me présente Annabelle Paulet, conseillère aux études, et je suis accompagnée de Madame Ray, professeure à l'ENAP. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs éléments, mais avant de vous présenter un peu sur tout ce qui parle des évaluations de programme, quelques petites règles de bon fonctionnement, si on peut dire. Pendant cette présentation, vous avez plusieurs occasions, plusieurs possibilités de poser vos questions. Donc, vous pouvez toujours utiliser le chat qui est en bas de votre écran, et donc ma collègue Catherine Anger pourra y répondre pendant la présentation. Sinon, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions dans la section questions et réponses, et celles-ci seront lues à la fin de la présentation de vive voix. Donc, on pourra y répondre moi-même ou Madame Ray. Sachez que la présentation dure à peu près 30 minutes et puis il y aura une section de 15 minutes. Donc, allons-y. Excusez-moi, Alors, donc voici quelques petits éléments que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, Madame Béré va se présenter, puis vraiment les différents programmes qui vous sont proposés dans le domaine de la concentration, évaluation, les perspectives et tout ce qui touche les enjeux. Donc, Madame Ray, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour Annabelle, bonjour tout le monde, où que vous soyez. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de participer à cette session et surtout de parler de programmes en évaluation. Mon nom est Linda Ray, professeure en évaluation de programmes à l'École nationale d'administration publique depuis 3 ans maintenant. Je suis diplômée, j'ai un doctorat en santé publique, mais un doctorat aussi en évaluation de programmes, ce qu'on appelle un diplôme post-universitaire en évaluation de programme. Je suis évaluatrice qualifiée et je détiens également un titre en tant qu'administratrice agréée. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur mon parcours? J'ai un parcours, disons, éclectique. J'ai eu l'occasion de travailler notamment dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement avec la Fondation One Drop. J'ai aussi accompagné beaucoup d'organisations, notamment organisations publiques, parapubliques, philanthropiques et communautaires, dans leur mandat de planification stratégique, d'évaluation de programmes et de renforcement des capacités en la matière. J'ai rejoint le monde académique qui a jamais été très loin parce que j'allie la pratique et la recherche dans les domaines comme la santé publique, le développement international, l'innovation sociale, les partenariats multi-acteurs notamment. Donc, je m'arrêterai là, je dirais. Merci, Linda. Je sais que tu Merci pourrais Annabelle. parler des heures et des heures. Donc, oui. Merci. Donc, pourquoi choisir les nappes? Donc, vous avez devant vous certains arguments qui pourraient vous appeler à venir chez nous. Sachez que vraiment, au niveau de nos cours, sont vraiment axés sur la pratique. Oui, vous allez avoir de la théorie, mais vous allez être capable de l'utiliser dans votre milieu du travail dès le jour même ou dans les lendemains. Au niveau des groupes, au niveau de la taille des groupes est très petite, si on peut le dire comme ça. Donc, ça vous permet d'avoir une relation privilégiée avec vos enseignants, mais aussi avec vos partenaires, donc avec les autres étudiants de ce programme qui vous permet de vraiment de naviguer dans un environnement stimulant d'apprentissage. Donc, sachez que tout ce que vous apprenez à l'ENAP, vous êtes capable et vous pourrez le transférer dans votre milieu de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par nos étudiants actuels. Donc, si on vient sur le sujet d'aujourd'hui, donc sachez que la concentration évaluation de programme est offerte à la fois dans des programmes sans recherche, mais à la fois dans des programmes avec recherche. Donc, dans les programmes sans recherche, vous pouvez voir que ça peut se décliner en 4, on va dire, micro-programmes. Donc, vous pouvez aller chercher une maîtrise si vous le souhaitez, un DESS, un programme court, un micro-programme. Sachez que nos programmes sont gigognes. Donc, je vais juste gigognes. Donc, vous pouvez très bien commencer par un micro-programme, donc de 3 crédits, et aller tranquillement vers la maîtrise. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, ça vous permet d'y aller tranquillement, surtout si vous travaillez et que vous pensez prendre un cours par session. Donc, ça vous permet d'y aller au fur et à mesure. Donc, si je reviens
dans la diapo précédente. Donc, vous voyez que au niveau de l'évaluation de programme, ça vous permet de travailler à la fois au niveau du public, donc que ce soit au niveau des gouvernements provinciaux ou fédéral, mais aussi à l'international. Je vous dirais que parmi nos étudiants, on a énormément d'étudiants qui viennent du milieu, qui viennent d'Afrique parce que le programme en international est très reconnu. Donc, voilà. Donc, ça vous permet dans ce programme aussi de développer toutes les attitudes liées à la conception, à la réalisation d'évaluation de programme. Vous allez aussi apprendre à décrire comment intervenir, donc toutes les interventions publiques, comment concevoir une démarche d'évaluation, comment recueillir, analyser ces données pour en faire des rapports destinés à des décideurs ou au public. À qui s'adresse ce programme? Donc, parmi nos étudiants, on a beaucoup d'étudiants qui viennent du premier cycle, donc qui viennent d'avoir leur baccalauréat. On a aussi beaucoup de professionnels et je dirais aussi des fois des gestionnaires qui sont en exercice ou qui sont nommés dans les milieux publics ou parapublics. Au niveau de excusez-moi. Au niveau de l'évaluation de programme, ça touche à la fois le milieu municipal, provincial, fédéral, international. On a aussi des gens qui travaillent dans les OBNL, donc qui ont envie de comprendre aussi la dynamique au niveau du public et privé, surtout dans le domaine de l'évaluation de programme. Donc, Linda, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport au titre qu'on peut avoir avec ce genre de programme? Je dirais deux choses. Premièrement, l'évaluation de programme est un champ transdisciplinaire, ce qui veut dire que c'est quand même ouvert à tous les secteurs. Donc, toute personne, peu importe le secteur où vous vous trouvez, vous retrouverez une place en évaluation de programme. Vous apprendrez comment utiliser les données probantes pour accompagner les organisations, mais surtout soutenir la prise de décision. Je pense que ça, c'est un aspect très important. Au-delà de la conception et de l'évaluation, c'est vraiment trouver les incitatifs pour que les données probantes soient intégrées dans la prise de décision publique. Et ça, c'est un rôle qui est quand même très important à souligner. Deuxièmement, en ce qui concerne le titre professionnel, alors le titre professionnel exige bien évidemment de l'expérience dans le domaine. Pour avoir un titre d'évaluateur ou d'évaluatrice qualifiée, vous devez justifier des compétences, des aptitudes en évaluation de programme et lorsque vous démarrez ou vous décidez d'entreprendre cette démarche, il faut pouvoir prouver avec des cas concrets, d'expériences concrètes, comment vous répondez à ces compétences. Et c'est un jury de pairs, si vous voulez, un comité d'experts en évaluation de la Société canadienne d'évaluation qui détermine si effectivement vous avez pu démontrer ces aptitudes et ces compétences. Donc le fait de faire un programme à l'ENAP est vraisemblablement en fait une première étape pour acquérir notamment ces compétences-là et ces aptitudes-là, couplées avec des stages qui sont offerts lorsque vous entreprenez ces programmes ou avec l'expérience que vous avez déjà dans votre organisation, vous pouvez décider bien évidemment de devenir évaluateur ou évaluatrice qualifiée. Ça a deux avantages principaux. Premièrement, vous êtes reconnu dans la communauté des évaluateurs comme quelqu'un ayant ces compétences-là et surtout, ça vous donne aussi une certaine visibilité. Si vous décidez d'être professionnel ou de devenir consultant, on pourra reconnaître que ce titre valorise en fait vos aptitudes et vos compétences à accompagner les organisations. Parfait, merci beaucoup. Donc, au niveau de l'offre spécialisée, donc à l'ENAP, on a plus d'une centaine de cours, mais on a vraiment des cours qui sont offerts uniquement dans la concentration en évaluation de programme. Donc, voici une petite liste des cours que vous pouvez trouver. Donc, principalement, ce sont des cours de 3 crédits, mais aussi on a un cours de 1 crédit. Linda, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'offre de cours? Oui, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a une offre diversifiée de cours. Vous avez à la fois le cours que je considère central, que tout le monde en évaluation de programme doit prendre. C'est le cours de principes, processus et méthodes d'évaluation de programme à travers lequel vous pouvez passer à travers toute la démarche évaluative, de la conception jusqu'à la dissémination, avec les enjeux. C'est le cours aussi où on soulève beaucoup plus les enjeux d'évaluation parce que l'évaluation est bien évidemment un acte technique, mais c'est aussi un acte politique. Donc, je dis toujours aux étudiants qu'il faut savoir allier l'art et la technique de l'évaluation. C'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est le cours où vous allez pouvoir avoir un panorama complet de ce qu'est l'évaluation de programme, notamment dans le secteur public.
En plus de ce cours-là, vous avez les cours de recherche, méthode de recherche et d'intervention. Méthode de recherche et d'intervention est plus adaptée pour les professionnels, alors que le cours de recherche et analyse de données serait plus adapté pour ceux qui sont qui veulent s'orienter vers la recherche. Ce sont des cours complémentaires aux cours de principes et processus parce que, comme je l'ai dit, c'est aussi un acte technique, donc il faut pouvoir maîtriser les exigences en matière de processus systématique de collecte, d'analyse, d'interprétation de données. Donc, c'est à travers ces cours-là que vous pourrez pouvoir maîtriser les techniques qui s'offrent à vous pour faire de l'évaluation de programme. Si vous avez un profil beaucoup plus, je vais parler de paradigme, je vais pas être trop technique là-dessus, mais imaginons que vous êtes plus proche des milieux communautaires ou des organismes, je veux dire de la société civile. On utilise davantage les méthodes qualitatives en évaluation de programme parce que c'est un paradigme beaucoup plus ancré vers les valeurs ou bien la transformation sociale. Donc, il faut beaucoup plus être proche en fait des parties prenantes de l'évaluation. Donc, méthode qualitative en évaluation vous offre aussi tout le panel de méthodes que vous pouvez utiliser en la matière. Par contre, si vous souhaitez travailler, je sais pas, au Conseil du Trésor ou dans une grande organisation comme la Banque mondiale et faire des évaluations à large échelle, ou des évaluations de politique publique qui exigent qu'on puisse attribuer l'impact des interventions à ce processus-là, l'évaluation économique de programmes publics est plus adaptée à vous. Donc, vous voyez qu'on vous offre quand même une panoplie de cours qui pourra s'ajuster et être un peu sur mesure en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et c'est une réflexion préalable. Donc, prenez bien le temps de faire vos choix. Il y a des cours qui sont obligatoires dans ces différents programmes, mais les conseillères aux études sont là aussi pour vous orienter. Merci, Linda. Donc, on vient de vous parler de tout ce qui est programme sans recherche. Sachez que l'évaluation de programme aussi peut se faire dans le domaine de la recherche. Donc, on a une maîtrise qui vous est offerte et aussi le doctorat. Donc, si vous avez plus de questions par rapport à plus la démarche avec recherche, je vous invite à communiquer avec formation-recherche@ena.ca. On pourra vous aider davantage dans vos questionnements, surtout dans votre projet de mémoire ou de Peut-être on projet de peut thèse. préciser ici pour ces deux programmes, Annabelle, pour les orientations recherche, ce qui est intéressant dans ces deux orientations-là, c'est que vous pouvez faire de l'évaluation en tant que discipline de recherche, dans le sens où on fait de l'évaluation, on fait de la recherche sur l'évaluation. Qu'est-ce que l'évaluation? C'est quoi le champ disciplinaire de l'évaluation et comment l'évaluation peut être intégrée dans d'autres champs? C'est pour ça qu'on parle aussi de champs transdisciplinaires. Donc, vous pouvez avoir des sujets très en lien avec la santé, les transports, les infrastructures, etc. Et c'est la maîtrise recherche et le doctorat qui seront plus adaptés pour vos attentes en la matière. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, au niveau de secteur, tout ce qui est secteur d'activité, quelles sont les perspectives professionnelles que vous pouvez avoir en ayant un diplôme de l'ENAP? Donc, vous voyez une liste qui est très succincte de types de postes que vous pourriez avoir. Et aussi, ben, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, vous pouvez à la fois travailler dans le milieu public, parapublic et aussi dans tout ce qui est secteur privé et organismes à but non lucratif. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'opportunités, que ce soit à l'échelle nationale, fédérale et même à l'international. Donc, au niveau des expertises et des enjeux actuels en évaluation de programme, est-ce que, Linda, vous pourriez nous dire un petit peu plus quelles sont un peu les expertises qu'il y a à l'ENAP? Et puis ensuite, on regardera là, tout ce qui est enjeu dans le domaine de l'évaluation de programme. Mhm. Bien sûr. Pour dire, moi, je suis professeur en évaluation de programme, donc c'est mon champ de recherche privilégié. Cependant, j'ai la chance d'avoir des collègues qui font aussi de l'évaluation dans leur domaine, dans leurs différents secteurs. Et donc, je citerai notamment Nassera Touati qui en fait en santé, ou encore Étienne Charbonneau qui en fait plus en termes de performance, mesure de la performance des administrations publiques, ou encore Martin Goyette qui en fait dans le cadre de l'accompagnement des jeunes ou pour l'accès à la santé ou des services sociaux. Donc,
oui, il y a moi qui fais de l'évaluation de programme, mais vous avez quand même une diversité de collègues avec qui vous pouvez en faire. L'autre aspect qui sera important de souligner, c'est que vous pouvez être dans un secteur avec un professeur et je peux agir aussi comme co-directrice, ce que je fais pour certains des étudiants avec qui ou que je supervise. En termes d'expertise, il existe des chaires de recherche ou des groupes de recherche à l'ENAP avec lesquels vous pouvez collaborer. Je vais pas tous les citer parce que, comme je dis, c'est ça le côté autant positif de l'évaluation, mais aussi très éclectique, c'est que l'évaluation étant un champ transdisciplinaire, vous pouvez en retrouver au niveau de la gouvernance publique. Et là, vous avez le centre de recherche Cergo avec lequel je collabore. Vous pouvez utiliser l'évaluation en innovation sociale comme le centre de recherche en fait de ma collègue euh, Marie-Christine Terrien, le cité ID Lab avec qui je collabore aussi. Vous avez le Creuvage, qui est le centre de recherche de Martin Goyette, qui lui s'occupe vraiment des enjeux jeunesse et de l'accès aux services de santé et de services sociaux. Vous avez la chaire en performance d'Étienne Charbonneau et vous avez plus récemment l'observatoire de mon collègue Jean-François Savard qui s'intéresse aux enjeux autochtones en administration publique, qui lui aussi maintenant s'ouvre aussi intègre des enjeux d'évaluation. Donc vous voyez que le choix est là, donc ça dépendra bien évidemment de vos intérêts personnels. Et je finirai en disant régulièrement tous ces collègues-là ou tous ces espaces de recherche très stimulants et très passionnants proposent des sujets de recherche qui pourraient aussi vous intéresser et ces sujets de recherche sont publiés sur le site internet de l'ENAP au lien inscrit sur le PowerPoint. Donc, vous pouvez aller aussi explorer les sujets de recherche qui sont là et voir si effectivement c'est aligné avec les attentes que vous pouvez avoir en matière de parcours académique. Merci. Alors, quels sont les projets sur lesquels aujourd'hui, Linda, tu travailles? Quels sont les enjeux vraiment qui sont en lien avec l'évaluation de programme? Alors, l'évaluation de programme, comme tu l'as dit au début, c'est à la fois la combinaison des données probantes de la science, des connaissances scientifiques, mais aussi des enjeux pratiques et stratégiques. Donc moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'évaluation peut être intégrée dans ce qu'on appelle la science de la mise en œuvre, qui est un domaine émergent. Donc je m'intéresse à comment l'évaluation, en produisant des données à la fois scientifiquement valides et socialement légitimes, peut nourrir une meilleure mise en œuvre des interventions publiques pour de meilleurs résultats ou des effets plus importants. Bien évidemment, l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques est en train je dirais, être en plein foisonnement. Quel que soit le domaine, quel que soit le pays aujourd'hui, c'est difficile de développer un programme, un projet, une stratégie sans intégrer la notion d'évaluation des politiques publiques. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire, on parle d'évaluation de politiques publiques, mais on pourrait dire les évaluations des politiques publiques parce que il a été documenté à ce jour qu'il y aurait près de 232 approches au moins dans l'évaluation de programme. Donc, vous voyez que le champ est divers. Je cite Patton, qui est un des évaluateurs nord-américains les plus reconnus en la matière. Donc, lui, il a documenté à peu près autant d'approches. Donc, vous voyez que si vous vous engagez autant dans la recherche ou dans la pratique, c'est aussi l'occasion d'aller tester en fait ces différentes approches théoriques et voir un peu si dans la pratique, effectivement, ces approches donnent des résultats. Donc c'est pour ça que tout ce qui concerne les perspectives diversifiées des approches en évaluation de programme m'intéresse. Je fais aussi de la recherche avec différents types d'organisations. Donc je m'intéresse à l'utilisation de l'évaluation autant dans l'administration publique, c'est pas forcément les mêmes utilisations qu'on retrouvera dans la philanthropie ou auprès des fondations ou encore avec les OBNL. Premièrement parce que c'est pas le même système de valeurs forcément, mais aussi parce que c'est pas le même niveau de ressources.
Et donc, les objectifs et les finalités des évaluations peuvent être différentes. Par contre, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de projets qui mettent autour de la table ces différents acteurs. Donc, comment parler le langage de l'évaluation ou de la planification stratégique au sein de ces regroupements multi-acteurs? Et ça, c'est de beaux enjeux que nous sommes en train d'explorer. Quatrième enjeu, mais un enjeu, je dirais, international, c'est étant donné que c'est un domaine qui foisonne, il faut aussi s'interroger sur comment renforcer les capacités en évaluation de programme. À ce titre, je travaille en collaboration avec la professeure Bourgeois de l'Université d'Ottawa et son collaborateur aussi, qui est David Bouyetti, pour explorer les capacités en évaluation de programme, tant individuelles qu'organisationnelles. Parce qu'on peut avoir des capacités individuelles en évaluation, mais lorsque ces capacités-là ne sont pas soutenues par un système évaluatif solide, organisationnel, eh ben, la pérennité en fait, de ces capacités-là et de la finalité de l'évaluation en tant que pratique durable est remise en cause. Donc, on essaie de réfléchir à comment développer des stratégies autant individuelles qu'organisationnelles au sein de différentes organisations. Et finalement, comme je le disais, il y a plusieurs approches, mais nous sommes dans une nouvelle ère aussi en tant que société et il y a de nouvelles questions aussi qui émergent. Donc, la question de la justice sociale avec les concepts de genre, d'équité, de décolonisation des approches, la question de l'innovation sociale, comment régler des problèmes sociaux complexes et la question aussi des enjeux systémiques comme la COVID-19 aujourd'hui qui dépasse les frontières ou encore les enjeux de changement climatique. Donc, comment l'évaluation ou quelles approches évaluatives ou encore quelles combinaisons d'approches peuvent soutenir en fait ces nouveaux développements internationaux autant au Québec, Canada qu'à l'international que nous rencontrons. Et donc, ce sont des enjeux sur lesquels je travaille également avec mes étudiants. Merci beaucoup, Linda, pour cette présentation. Donc, si certains d'entre vous visent plus des programmes avec recherche, je pense que vous avez un large éventail de sujets sur lesquels vous pouvez travailler. Comme on voit, c'est vraiment un domaine où vous avez beaucoup de perspectives. Donc, si on revient un peu plus sur le côté un peu plus administratif, donc si c'est quelque chose, si l'un de ces programmes vous intéresse, sachez qu'il est possible de déposer en tout temps votre demande d'admission. Vous voyez devant vous les différentes dates. Donc, le prochain trimestre, c'est l'automne. Donc, vous avez droit jusqu'au 1er juin. Sachez que lorsque vous déposez votre demande d'admission, vous devez vous attendre à 4 à 6 semaines le temps du traitement. Donc, je dirais, plus votre demande est complète, plus ça sera traité le plus rapidement possible. Donc, n'attendez pas, là, si vous souhaitez commencer à l'automne, de déposer votre demande de candidature en ligne le plus rapidement possible. Donc, voici quelques liens qui pourront vous être utiles dans votre réflexion par rapport à la durée et le régime d'études, donc étudier à temps plein, temps partiel, tout ce qui est frais de scolarité, toutes les bourses d'admission. Donc, oui, nous offrons différentes bourses d'admission. Il y a aussi la possibilité des aides financières et les bourses d'études, mais je vous inviterai à les consulter directement lorsque vous aurez la présentation chez vous. Donc, on arrive à la période de questions. Je sais qu'il y a eu pas mal de petites questions qui ont circulé pendant notre présentation, mais j'en vois deux dans la section questions et réponses. Donc, je vais les lire et puis ce que je propose, c'est que Linda et moi, on y réponde en fonction du sujet. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est vrai que la plupart des postes disponibles dans son domaine sont à Ottawa? Linda, toi qui es beaucoup en contact avec les étudiants, chercheurs ou non chercheurs, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage là, par rapport à ce que tu vois là sur... Non, Non? non, non. Comme je l'ai dit, vous pouvez. En fait, il y a un biais traditionnel de penser que ce n'est que dans les administrations publiques qu'on peut faire de l'évaluation, mais comme on l'a dit depuis le début, il y a plusieurs organisations, que ce soit à Ottawa, à Gatineau. J'ai même vu aussi des postes. Très récemment, il y a eu plusieurs postes à l'international aussi qui s'ouvrent. Les organisations internationales québécoises qui recherchent des évaluateurs. Il y a les organismes communautaires qui recherchent des évaluateurs. Donc, je pense qu'il faut un peu
Et c'est l'objectif d'ouvrir en fait le champ de l'évaluation à différents types d'organisations. C'est à vous de décider, bien évidemment, mais il y a une diversité de postes. Donc, n'essayez pas, quand vous recherchez un emploi, de vous focaliser uniquement sur traditionnellement Ottawa ou même Québec, parce que c'est là où se trouvent les administrations publiques, mais regardez aussi dans d'autres types d'organisations. Il y a beaucoup de boîtes de consultants aussi, comme un poste récemment ouvert à Universalia, ou encore des organismes d'accompagnement des OBNL. Donc, vous avez un choix quand même qui est assez important. Et on a la chance au Québec d'avoir plusieurs organisations qui s'intéressent de plus en plus à l'évaluation de programmes. Merci Linda. Je sens que ta présentation a été tellement appréciée qu'on te demande ton courriel pour pouvoir, je pense, poser des questions dans le domaine de la recherche. Donc, je vais demander à ma collègue Catherine de Mais l'écrire dans le chat ou oui, tu peux le dire oui, de mais vive je voix. dirais peut-être préciser, c'est sûr que je reçois beaucoup de courriels tous les jours, autant de mes étudiants actuels que de nos partenaires, mais je dirais que pour les courriels administratifs, que ça soit plus facile de pouvoir te contacter toi, Annabelle, et Oui. pour les courriels qui sont plus de contenu, peut-être me contacter moi. Ne soyez pas fâchés si je vous réponds pas dans la journée même, mais j'essaie autant que possible de répondre aux courriels, donc ça sera avec plaisir. Oui, donc oui, ben, je vais vous présenter la dernière diapo. Donc, si vous avez vraiment des questions sur tout ce qui est de programme d'études avec la concentration en évaluation de programme, là, vous pouvez toujours nous adresser via études@ena.ca. On est plusieurs conseillers aux études dans nos différents campus, donc on se fera plaisir de répondre à vos questions, plus pour le cheminement, les programmes, etc. Donc, en parlant de cheminement, on a une question. Quelles sont les options pour quelqu'un ayant déjà eu une maîtrise à l'ENAP et qui voudrait avoir une spécialisation en évaluation de programme? Je vais répondre très brièvement, mais si vous voulez en savoir davantage, je vous dirais de nous écrire via études. Donc, oui, il est possible, tout à fait, en ayant déjà une maîtrise à l'ENAP, de venir chercher des cours de spécialisation dans le domaine de l'évaluation de programme. Donc, par exemple, vous pourriez très bien le faire lors d'un micro-programme ou d'un programme court. Comme vous avez déjà une maîtrise à l'ENAP, il serait peut-être possible d'avoir des cours crédités via la reconnaissance des acquis, mais c'est quelque chose qu'il faudrait voir en fonction des différentes modalités, là, qu'est-ce qui vous est permis. Euh, une autre question, est-ce que c'est possible d'avoir la présentation PDF? Oui, la présentation qui vous est proposée aujourd'hui, le PowerPoint, vous sera envoyée dans les prochains jours, donc vous pourrez la lire attentivement, puis aussi cliquer sur les liens qui vous sont offerts pour avoir plus d'informations qui sont sur notre site Internet. Une autre question un peu plus administrative. Comment vont se donner les cours en automne? Alors ça, c'est la grande question. Donc, je dirais que l'ENAP a décidé de faire un retour en présentiel à l'automne, sachant qu'on va quand même garder une offre de cours assez diversifiée. Avant la pandémie, on avait déjà des cours en ligne et je vous dirais que les cours de la concentration d'évaluation s'offrent principalement en ligne. Donc, dans votre cas, il n'y a aucun souci, vous pourrez suivre ces cours à distance. On va aussi avoir des cours, on va dire, en présentiel. On va avoir aussi, on a des cours hybrides, donc à 75% en ligne et des rencontres en présentiel. Donc, on essaye d'être assez diversifié pour répondre à vos besoins, mais le but, c'est vraiment de retourner tranquillement en présentiel, mais on est attentif aussi aux règles sanitaires. Donc, on s'ajustera en fonction de ce qui se passe dans les prochains mois, mais vous serez tenu au courant. Euh, euh, est-ce qu'il y a un quota bien précis pour les étudiants internationaux pour ces programmes? Je vais répondre à la question. Au niveau de nos programmes à l'ENAP, il n'y a aucun quota. Donc, à partir du moment où vous déposez une demande d'admission, vous êtes éligible, vous pouvez vous inscrire à l'ENAP. Donc, il n'y a vraiment pas de quota. Tout le monde est le bienvenu à partir du moment où vous répondez à nos critères d'admission. Euh, Question pour toi, Linda. Est-ce que l'évaluation comprend autant de cours a priori que de côté non, non, désolé, ma question est montée. Est-ce que les diplômés d'un DESS en évaluation de programme sont admissibles au titre d'évaluateur qualifié? Comme je l'ai dit, vous pouvez aller voir sur le site de la Société canadienne d'évaluation. Je vais être très honnête avec vous, c'est un long processus. Il suffit pas de présenter le diplôme. Le diplôme est juste une partie
qui démontrent vos compétences à la matière. Par contre, l'expérience va être aussi très importante. On va vous demander des questions du type est-ce que vous avez une preuve d'avoir conduit une évaluation ou d'avoir collecté des données pour pouvoir soutenir la prise de décision. Et il faudra que vous le justifiez, notamment à travers une expérience pratique ou plusieurs expériences pratiques. C'est un long processus. C'est pas simple, mais vous avez quand même, je crois, 2 à 3 ans pour le compléter une fois que vous vous inscrivez et que vous démarrez ce processus-là. Il y a des frais de traitement de dossier, donc je ferai pas, j'en dirai pas plus, mais je vous invite quand même à aller voir sur le site. Autre question. Même si on veut travailler pour le gouvernement, je suis employée du gouvernement fédéral, ça serait plutôt à Ottawa, n'est-ce pas? Je pense que c'est une question que tu as déjà répondu, Linda, ou tu Mais voudrais préciser? est-ce que la question c'est de savoir si le cours est à Ottawa ou est-ce que les emplois sont à Ottawa? Parce que c'est deux choses, je suis pas sûre de. Oui, je suis pas sûre de comprendre, mais en sachant, sachez qu'on a un campus à C'est Gatineau, ça, oui. donc vous pourriez très bien travailler pour le fédéral à Ottawa, puis suivre les cours, que ce soit en présentiel ou en non présentiel. Donc, pour Madame Julia, si vous avez plus de questions, donc reposez votre question si on Mais n'y ce a qui est pas répondu. intéressant avec l'option qu'offre l'ENAP d'avoir des cours en ligne, c'est que vous pouvez effectivement être n'importe où sur la planète et suivre le cours en ligne. Donc, il y a des côtés quand même positifs au cours en ligne. Cependant, c'est sûr que en tant que professeur et avec la dynamique étudiante, c'est toujours mieux d'être en présentiel. Mais actuellement, ce n'est pas ce qu'on fait parce que il y a une situation internationale qui nous l'impose, mais vous pouvez très bien prendre vos cours du chalet de vos parents en fin de semaine. Mais sinon, peu importe là où vous trouvez, vous pouvez prendre les cours en ligne, bien sûr. OK. Linda, excuse-moi, Annabelle, je voulais tout simplement préciser que la personne a justement précisé que c'était aussi en lien avec les emplois surtout. Ah, si la personne se trouve à Ottawa, oui, il y a comme je Oui, l'ai effectivement. dit, oui. Alors par rapport aux emplois, il y a des emplois à Ottawa, bien évidemment. C'est le siège même de l'administration publique, notamment en ce qui concerne toutes les administrations publiques, notamment une partie fédérale, mais aussi il y a Québec aussi où il y a les administrations publiques. Mais vous n'êtes pas obligé de postuler un emploi à Ottawa. Comme je l'ai dit, de plus en plus d'autres organisations, d'ailleurs avec le contexte de la COVID, il y a même des postes où d'ici à ce qu'on revienne à une certaine normalité, vous avez le poste et vous travaillez à distance. Ok, donc laissez la place à votre imagination, à votre créativité et ciblez surtout ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne. Parce qu'un travail en évaluation, c'est faire de l'évaluation pratiquement tous les jours sous ses différentes formes. Donc, j'irai plus vers des choix qui soient réfléchis selon ces 3 paramètres-là. Votre intérêt pour le poste, votre envie de faire une carrière en évaluation et bien évidemment les réalités peut-être familiales ou liées au déménagement. Peut-être que vous vivez à Ottawa, donc effectivement, si vous vivez à Ottawa, c'est plus simple pour vous de postuler à des emplois à Ottawa. Parfait. Une autre question. Est-ce que l'évaluation comprend autant le côté a priori que le côté posteriori, entre parenthèses, à l'image du contrôle ou de l'audit? L'audit, pardon. OK. Contrôle et audit, ce n'est pas de l'évaluation. Ça fait partie de ce qu'on clarifie aussi dans les cours. Si vous faites du contrôle ou si vous faites de l'audit, vous pouvez obtenir des informations qui peuvent servir à l'évaluation. L'évaluation est beaucoup plus large que ça. L'audit ou le contrôle, c'est vraiment en lien avec une certaine conformité et notamment une conformité financière. Alors que l'évaluation, on veut vraiment aller regarder la valeur de votre intervention au-delà de sa pertinence, de son efficacité, de son efficience. Et quand on parle d'efficience, oui, des rapports d'audit et de contrôle peuvent être bénéfiques pour porter un regard sur le critère d'efficience, mais aussi le critère d'efficacité de votre intervention, les effets attendus, inattendus sur les groupes cibles que vous avez identifiés. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus large que juste l'audit ou le contrôle. Et bien évidemment, l'évaluation peut se faire autant
comment vous allez dire, ex ante, hein, a priori. Vous pouvez le faire pendant la mise en œuvre. Il y a des approches qui sont là pour améliorer l'intervention en cours de mise en œuvre, mais aussi vous pouvez faire de l'évaluation à la fin d'une intervention ou quelque temps après l'intervention pour vous assurer que les effets, notamment positifs de votre intervention, sont durables ou sont pérennes. Donc, vous voyez que c'est pas le temps, la durée, il y a beaucoup de possibilités de pouvoir l'appliquer. Une autre question, est-ce que c'est pendant le cursus qu'on apprend aussi à évaluer un projet? Donc, je pose pas évaluer projet, évaluer un programme. Alors, moi, j'utilise le terme d'intervention. Donc, quand je parle d'intervention, ça inclut programme, projet, stratégie, activité. Donc, tous ces éléments-là font partie d'une intervention. Donc, oui, très clairement, quand on dit que vous allez acquérir les compétences nécessaires d'une démarche évaluative, vous allez apprendre comment développer ou répondre à des termes de référence, que ce soit d'une organisation publique ou d'une ONG. Donc, les cas que vous allez étudier dans ces différents cours, et notamment le cours principe, processus et enjeux, c'est vraiment de passer à travers la démarche évaluative du début à la fin. Vous avez la possibilité, selon en fait les possibilités avant dans les cours en présentiel, les étudiants avaient l'opportunité aussi de répondre à des appels d'offres d'organisations avec lesquelles je travaille. Donc, ils pouvaient répondre clairement à un besoin d'une organisation. Vous avez les stages, ok? Si vous êtes dans une maîtrise sans recherche, vous avez un stage à la fin. La plupart de mes étudiants actuels que je supervise font des stages en évaluation dans différents organismes. Donc, tous ces éléments-là combinés vont vous permettre de développer les compétences pratiques et théoriques en évaluation de programme. Parfait. Donc, quelques questions pour moi pour te laisser souffler, Linda. Merci. Donc, on a une question. Peut-on prendre des cours comme étudiant libre sans forcément suivre un programme? Je vous dirais, si vous voulez suivre des cours à l'ENAP, dans tous les cas, vous allez devoir déposer une demande d'admission et les critères d'admission, que vous soyez étudiant libre ou non, ce sont les mêmes. Donc, c'est quelque chose que, oui, pour suivre à l'ENAP, si vous n'êtes pas inscrit dans une autre université pour le suivre via les ententes interuniversitaires, vous ne pouvez pas. Mais je dirais, si vous voulez plus de précision, veuillez nous écrire via études@senap.ca. Ça nous fera plaisir de plus vous aider dans votre réflexion. On a une autre question. Est-ce que les cours validés au programme cours sont automatiquement reconnus pour la maîtrise? Je vous dirais oui à 98%, dans le sens où les cours à partir d'un cours à l'ENAP a une validité de 10 ans. Donc, si vous faites ce changement de programme vers la maîtrise dans les moins de 10 ans, oui, c'est reconnu, ce serait reconnu. Et puis, c'est vraiment si les cours aussi sont conjoints dans les deux programmes. Donc, si vous commencez par un micro-programme ou un programme court en évaluation que vous allez dans le DESS ou dans la maîtrise, oui, ils seront transférés sans problème. Mais je vous dirais, avant de faire cette demande de changement de programme, communiquez avec un conseiller aux études. Ça nous fera plaisir de vous aider dans cette réflexion. Donc, Linda, tu es très sollicitée. Il semblerait que nous avons dans les participants quelqu'un qui est au doctorat en gestion de projets en Afrique avec une option en évaluation et qui souhaiterait savoir si tu serais intéressée pour une co-direction. Alors, je vais te laisser répondre. Intéressé par la codirection, oui. Par contre, je pense qu'il y a des règles institutionnelles pour la codirection en dehors du Canada ou du Québec. Donc, je pense que je dirais que la réponse est à deux volets. Il y a un volet intérêt. Donc, effectivement, si je regarde le sujet et que c'est un sujet qui est d'intérêt en la matière, ça me fera plaisir de pouvoir continuer la discussion là-dessus. Par contre, je demanderai peut-être à la direction des études de valider si la codirection peut se faire en dehors du territoire canadien en termes administratifs. Excellent, merci. On a une question. Donc, nous avons un étudiant qui est actuellement dans une maîtrise sans recherche en évaluation de programme et qui a l'intention d'aller faire un doctorat plus tard. Je vous dirais, si vous avez une question par rapport à ça, je veux dire, vu qu'elle est assez précise, veuillez nous écrire via études@senap.ca. Donc, c'est quelqu'un qui va aller vers le doctorat, donc qui se pose la question, est-ce qu'il doit abandonner ou faire un changement directement vers la maîtrise avec recherche? Donc, je vous dirais, veuillez nous écrire via études. Donc, on pourra vous donner une réponse un peu plus complète.
Pour un profil avec plus de méthodes quantitatives, quel est le cheminement le plus approprié entre professionnel et recherche? En consultant le descriptif du programme, il me semble qu'il y a moins de cours en méthode qualitative sur le cheminement professionnel. Il y a un cours en évaluation, enfin, méthode qualitative d'évaluation, mais vous retrouvez aussi les méthodes qualitatives dans le cours méthode de recherche et d'intervention. On regarde aussi les méthodes qualitatives. Vous retrouvez aussi les méthodes qualitatives dans le cours principe, processus et méthode en évaluation. Donc, vous avez quand même une large gamme quand même de cours dans lesquels vous allez être confronté à l'utilisation ou à la réflexion autour des méthodes qualitatives. Parfait, merci. C'est plus méthode quantitative, excusez-moi. Il y a une précision. Alors pour les méthodes quantitatives, j'irai plus vers tout ce qui est évaluation économique parce que c'est effectivement dans ce genre de cours que vous avez plus de quanti. Vous avez le cours de méthode de recherche et analyse de données aussi, où là vous avez beaucoup de quantitatifs aussi. Et je pense que méthode statistique aussi, je me souviens plus de tous les libellés, mais dans les cours de méthode statistique, tout naturellement, vous avez des méthodes quantitatives. Okay. Et on a une dernière question, puis ça sera vraiment la dernière question pour aujourd'hui. On a un participant qui dit, j'ai fait l'essentiel de l'évaluation l'année dernière, j'attends toujours de devenir, je suppose, évaluateur pour la certification. L'attestation essentielle de l'évaluation équivaut à quel niveau d'études au Québec? Oui, si je pense qu'il faut préciser peut-être oui, il faut préciser. Alors, il y a trois directions à l'ENAP. Ok, vous avez la direction de l'enseignement et de la recherche, vous avez la direction des services aux organisations et vous avez la direction des affaires internationales. La présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la direction de l'enseignement et de la recherche, c'est-à-dire à la fin de votre parcours, vous recevez un diplôme conformément aux exigences académiques d'enseignement et de recherche de l'ENAP. Parallèlement à ça, au niveau de la direction des services aux organisations, ce sont des formations, soit en formation continue, soit en formation sur demande. Donc, effectivement, là, vous pouvez avoir des formations en évaluation qui donnent lieu à des certifications. Donc, la certification n'est pas un diplôme, c'est l'équivalent d'une attestation de participation. Donc, je ne sais pas c'est quoi les passerelles, s'il en existe, ça, je vais laisser la direction des études y répondre, mais c'est totalement différent d'avoir une maîtrise ou un doctorat à l'ENAP. Et pour ce qui est de l'essentiel de l'évaluation, comme son nom l'indique, c'est une formation qui est offerte par la direction des affaires internationales à l'international pour des personnes qui veulent en apprendre généralement sur l'évaluation. Donc, suite à ce programme de formation qui est plus adapté pour la formation continue ou l'éducation continue, c'est une attestation ou une certification qui vous est attribuée. C'est pas parce que vous avez la certification de la DAI que vous êtes automatiquement admis à la DER. Et ça, je pense que c'est important de le dire. En tout cas, à l'heure actuelle, peut-être que dans votre dossier, la motivation d'entreprendre des études de maîtrise ou de recherche au niveau de la DER va être prise en compte, mais les exigences de la DER sont totalement différentes des exigences de la formation continue. Exactement. Puis oui, en rajoutant, donc il existe des passerelles avec les autres directions de l'ENAP, mais je vous dirais c'est important de nous contacter là, via études et @ENAP, on pourra vous donner plus de précisions. Je dirais vraiment la dernière des questions. Quelle est la place de l'ENAP dans le réseau des écoles qui offrent l'évaluation comme programme? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question parce que l'évaluation de programme, on en fait dans le milieu académique, là, mais c'est plus une approche pédagogique. Donc, ça, c'est quelque chose que l'ENAP fait moins. Nous, on est vraiment tu pourras le préciser, Linda, mais tout ce qui est évaluation de programme, là, c'est vraiment plus le côté pédagogique qui n'est pas offert à l'ENAP. Donc, je ne sais pas si, Linda, tu pourrais préciser ou… Je dirais pas on offre le côté pédagogique. Je pense que la particularité de l'ENAP, c'est que c'est à la fois une université où on fait de la recherche en évaluation, donc on a le côté pédagogique et théorique, mais on a aussi le côté pratique. C'est-à-dire que la plupart de nos étudiants sont des étudiants qui travaillent déjà aussi. Donc c'est aussi une école professionnelle. Donc je vous dirais, si vous voulez vraiment associer les connaissances théoriques
et la réalité pratique de l'évaluation, l'ENAP est le plus avisé. Je sais qu'il y a plein d'autres programmes. Je ne vais pas parler des autres programmes ici, mais ne vous inquiétez pas, quel que soit là où vous trouvez les différents programmes ou les professeurs qui font de l'évaluation au Québec, on n'est pas tant que ça. On s'entend tous très bien et il y a toujours des possibilités de collaboration. Donc, on collabore avec plein d'universités. Je collabore avec des universités au Québec, au Canada, mais aussi à l'international. Donc, il y a des universités qui offrent des programmes en évaluation. Je vous laisserai donc faire votre propre choix. Par contre, pour ce qui est de l'ENAP, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi l'ENAP en tant qu'université pour continuer ma carrière, c'est que on a vraiment l'opportunité d'appliquer en fait les connaissances scientifiques, pédagogiques comme tu les appelles ou théoriques à une réalité pratique. Avant d'être à l'ENAP, j'étais quand même praticienne, j'ai été directrice de l'évaluation, j'ai été consultante, donc c'est l'opportunité pour moi de partager avec vous certaines réalités de pratique ou de vous mettre en relation ou de vous faire bénéficier d'un réseau de praticiens et d'organisations qui s'intéressent à l'évaluation que vous pouvez retrouver à l'ENAP. Donc, merci beaucoup, Linda, pour cette belle présentation sur nos différents programmes, que ce soit recherche ou non recherche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce domaine-là. Donc, je vais vous remercier à tous de votre présence aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions dans les prochains jours, les prochaines semaines, n'hésitez pas à nous contacter via études@enap.ca. Comme je vous disais, la présentation vous sera envoyée dans les prochains jours, donc vous pourrez la consulter à tête reposée. Donc, je vous dirais c'est un peu le message de fin. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, puis on souhaite vous voir parmi nos futurs étudiants dans les prochains trimestres. Donc, merci beaucoup. Merci Annabelle et Catherine pour le soutien technique, l'accompagnement et surtout merci à tous ceux qui, malgré le fait qu'on soit en confinement, ont bien voulu se connecter et c'est toujours un plaisir de parler d'évaluation. C'est quand vous voulez. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Parfait. Donc, je vous invite tranquillement à vous déconnecter. Donc, la séance va se terminer dans 1 minute. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de nous les poser via le courriel études@enap.ca.